Bonjour à tous, rien de tel qu'une bonne petite pause estivale pour recharger les batteries et avoir le plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro du débriefing F1, un numéro de rentrée. On va parler du Grand Prix de Belgique en cette fin du mois d'août et on espère que vous avez passé de superbes vacances, tout comme Jean-Luc, j'espère qu'il est là aussi. Salut Jean-Luc. Oui, bonjour LFB, bonjour à tous. Alors, ça s'est bien passé tes vacances? Ça s'est très bien passé, ça se passe toujours bien, tu sais, Bon. en général c'est le retour qui est... Mais bon, pour vous retrouver, c'est un vrai bonheur. Et puis repartir sur un Grand Prix de Formule 1 de cette nature, là on peut dire qu'on a eu quasiment le carton plein. Quasiment. Voilà. Donc il va y avoir des choses à en dire effectivement Oui. sur ce Grand Prix de Belgique, 13e manche du championnat du monde 2016, marqué par la victoire de Nico Rosberg, mais par pas mal d'affaires en périphérie ou dans la course. Bien sûr qu'on va vous parler de Max Verstappen et de ses L'arrivée d'un relations. deuxième pilote français, Voilà. mais oui, on vous l'avait laissé deviner quand même. Ouais, hein, mais non, bon. non, il y a des choses à dire. Bon, en fait, j'ai même envie de te dire, pour évacuer presque tout de suite le sujet de manière paradoxale, c'est que la seule chose où il n'y a pas grand-chose à dire, c'est la victoire de Rosberg, qui était quasi écrite. Écoute, il a fait le boulot. Oui. Et il l'a dit lui-même, d'ailleurs, il était heureux naturellement parce que ça lui a permis de reprendre une partie de son retard, de rattraper une partie, de compenser les mots que vous voulez par rapport naturellement à Lewis Hamilton. Donc il l'a divisé par 2, il reste 9 points. Bon, l'autre est quand même devant, je dis l'autre exprès parce qu'ils parlent comme ça l'un de l'autre évidemment, donc Lewis reste devant. Mais bon, c'est évident que Nico Rosberg, partant en pole position avec la Mercedes, qui avait connu quand même des problèmes de mise au point, pardon, je suis un peu enroué, et des problèmes justement pour exploiter les pneumatiques comme il fallait par la température très élevée qui régnait là-bas, il a fallu travailler, c'était vrai. Là, c'est pas du bidon. Je pense que naturellement les Mercedes restaient globalement les meilleurs, mais il a fallu que Rosberg fasse le sans faute, qu'il fasse un excellent départ, qu'il se tienne à l'écart de tout ce qui s'est passé derrière, et il a réussi à le faire. Donc il n'y a rien à dire, il a fait le boulot, il était raisonnablement satisfait de l'avoir fait. Voilà. Bon, écoute, je pense qu'il s'attendait raisonnablement aussi à gagner, on est bien d'accord. Par contre, s'il était là, on lui demanderait franchement la question. Tu t'attendais à ce qu'Hamilton soit quand même aussi bien placé en partant dernier? Il espérait sans doute que ce soit moins le cas. Hein. Évidemment qu'on est oui. obligé de répondre non, même si publiquement il a été obligé de dire c'est un beau résultat d'ensemble pour l'écurie, c'est super, Lewis est remonté 3e. C'est évident qu'au fond de lui-même, il dit l'enfoiré, tu me pardonneras, on est entre nous. Oui. Il l'a fait, il est remonté. Moi j'avais pensé qu'il rentrerait dans le top 5 parce que le talent de Lewis, l'efficacité de la Mercedes et puis quelques problèmes. Alors évidemment, pour remonter dans le top 3 sur le podium, il a fallu les problèmes qu'il y a eu, que les deux Ferrari s'auto-éliminent, on va y revenir, Bien sûr. que Verstappen aussi. Donc il y en a quand même 3 qui étaient capables, tous les 3, d'être Oui. dans les 5. Donc, Tu rajoutes l'abandon de Button et de Verlaine, Eh oui. ils étaient devant. mais bien devant sûr. lui, oui, Donc, bien en sûr. tout cas, dans les gros bras, on va dire, dans ceux qui auraient dû terminer dans le top 5 normalement, il y avait évidemment les deux Ferrari et Verstappen. Dans ce cas, Lewis, il est 6e Oui. et c'est normal, on va dire. Enfin, c'est normal qu'il soit 6e. Là, il est 3e. Plus un safety car qui l'a pas Plus- complètement désavantagé. Non, mais et en plus le drapeau rouge, on va y venir, Oui, mais oui. quand il y a un arrêt de Oui, la le course drapeau comme ça, rouge, je voulais dire, bien le sûr, oui. on remet les compteurs à zéro et surtout on va en parler aussi, on permet de changer les pneus et de changer tous les éléments. Ah, Alors oui. là, moi je comprends toujours pas, mais bon, on va peut-être y revenir. Oui, c'est pas la première On va fois pas qu'on tout constate mélanger, ça, mais à chaque non. fois, effectivement, on se dit, oui, non, c'est pas totalement normal. C'est Bon. débile. Écoute, pour conclure aussi sur Hamilton, alors, ces pénalités qui s'accumulent, etc. Bon, comme toujours, c'est pas très clair, c'est un peu surréaliste, je sais pas ce que tu en penses. En plus, ça nous amène une situation un peu idiote, parce qu'en qualif, du coup, il roule pas, t'as vu? Ouais. Puisqu'on sait déjà qu'il va partir Et- dernier. Alors, bon, tout écoute, le monde est pénalisé aussi. Grotesque, Mm. vous choisissez grotesque, débile, incompréhensible, parce que moi j'ai passé mon week-end à expliquer ça, enfin après, pourquoi il a pris 55 places? Eh bien parce que son équipe a exploité le règlement, et comme il prenait 15 places de pénalité, plus machin, plus, alors là aussi, pardonne-moi, je ne vais pas rentrer dans Non. le détail des éléments qui composent le moteur, ou disons le groupe propulseur, ils ont changé tout ce qu'ils voulaient, il prend le maxi des pénalités, finalement on n'était même plus à 55, on était à 60 places, pourquoi pas 212? Enfin comme je l'ai déjà dit 10 fois, Oui. la prochaine pénalité, c'est il part en marche arrière depuis les stands. Enfin, c'est grotesque. On n'y comprend rien. Bon, ils ont exploité le règlement et Toto Wolff l'a dit, on va essayer de modifier ça, mais arrivez-y, nom d'un chien. C'est grotesque. Et là aussi, qu'on pénalise l'écurie, à la limite, je peux comprendre, parce que c'est un problème technique qui ressortirait de l'écurie, mais pas le pilote, c'est pas de sa faute. Il n'a pas cassé un moteur, Lewis. Et s'il en avait cassé un, il ne l'a pas fait exprès. Donc ce règlement est incompréhensible, et ridicule, et grotesque. Donc tout ce qui est grotesque et ridicule ne peut pas rendre la Formule 1 populaire. Et nous, c'est encore une fois à ça qu'on Oui. s'attelle et pour ça qu'on se bat. Oui. Parce qu'on adore la Formule 1. Et quand elle est comme ça, on ne peut pas l'expliquer. Et pire, on ne peut pas la justifier. Oui, Voilà le problème. parce que moi j'en reviens à ça brièvement, je viens de te le
le dire. Voir Hamilton au ralenti samedi pour la séance qualif, tous Mais les oui. milliers de spectateurs qui ont fait le déplacement, je vois pas quel est l'intérêt de voir le triple champion du monde être au ralenti. Tu te dis, l'un des pilotes, sinon le pilote le plus rapide intrinsèquement du plateau, en tout cas vu les résultats, ne se bat pas pour la pole parce qu'il préserve ses pneumatiques déjà d'une part pour la course, ce qu'il a fait, il l'a bien fait, et deuxièmement, les moteurs aussi. Il ne tape pas dans les moteurs pour les économiser, et troisièmement, de toute façon, il sait qu'il partira dernier, donc pourquoi va-t-il faire un effort et prendre des risques pour rien? Tout ça est ridicule. Donc tout ça enlève du piment à la Formule 1, de l'intérêt à la Formule 1, en tout cas au qualif. Donc tout ce qui est contraire à l'intérêt de la Formule 1, c'est contraire à nos intérêts à nous. Je suis désolé, mais de temps en temps, il faut des garde-fous, et j'ai parfois l'impression que nous jouons, nous, les journalistes, les garde-fous. Et oui. Et dans la série Les sujets qui fâchent, là, du côté de nos amis de Pirelli, là, ça n'a pas été très clair ce week-end aussi, entre les pneus super soft qui ne tiennent pas, tous les pilotes qui disent qu'ils n'ont jamais eu des pressions aussi élevées de toute leur carrière et que c'est ridicule. Enfin bon, là, on a le sentiment que ça n'a pas encore été très clair. Écoute, pour reprendre les mots tu me pardonneras le trou de mémoire, mais la critique est facile, l'art est difficile, je le sais bien, c'est-à-dire je vais malheureusement là aussi critiquer Pirelli, je l'ai fait sur RMC en direct. Oui, 1000 fois oui, ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que de toute façon, on a mis des pressions très élevées. Pourquoi ? Eh bien, pour éviter l'éclatement potentiel des pneumatiques que l'on avait déjà vécu à Spa-Francorchamps, effectivement, et pas par des températures aussi élevées, que l'on a vécu il n'y a pas si longtemps avec notamment Sébastien Vettel et la Ferrari, on s'en souvient, c'était en Autriche. Donc ça, ce sont des images extrêmement préjudiciables à la réputation de Pirelli, donc du manufacturier, du seul manufacturier, qui évidemment, tant qu'il aura le contrat, et tu le sais comme moi, il l'a encore pour plusieurs saisons d'exclusivité, il empile les victoires et les titres de champion du monde comme des perles, puisqu'ils sont tout seuls. Donc évidemment, quand tu as un pneu qui explose et un pilote qui part dans le décor, ça fait vraiment mauvais genre. Donc on évite ça. Donc on impose aux pilotes, puisque maintenant on a le pouvoir de le faire, et aux écuries, des pressions extraordinairement élevées. Mais la conséquence de ça, c'est que la monoplace n'a pas d'adhérence. Et là aussi, des pilotes aussi expérimentés qu'Alonso ou Hamilton ou Button l'ont dit. Mais piloter une monoplace dans ces conditions-là, c'est même pas drôle, quoi. On a l'impression d'être sur du verglas parce que le pneumatique ne donne pas tout son sens. Voilà, donc là, je suis désolé, mais là aussi, carton rouge à nos amis de Pirelli. Voilà. Bon. Allez, on va revenir aux hommes, aux pilotes et au déroulement de ce Grand Prix et on va aborder le sujet Ferrari-Verstappen. J'ai envie de les lier tous les deux. Alors, déjà, on peut quand même se rendre compte d'un phénomène authentique, Jean-Luc. En Allemagne et encore plus là en Belgique, des marées oranges arrivent, recrudescence de l'affluence en Formule 1, c'est évidemment l'effet Verstappen. Ça, il ne faut pas être aveugle pour s'en rendre compte. Ça, c'est vraiment génial, parce qu'effectivement, là aussi, moi, je crois qu'il y a belle lurette qu'on n'avait pas vu, un circuit, en plus un circuit mythique comme celui-là, un circuit magnifique, le toboggan des Ardennes, vraiment une des légendes de la Formule 1, il faut le dire et le répéter. Et la Formule 1, elle a besoin de ces légendes-là, parce que là aussi, quoi qu'on en soit, et même les plus jeunes d'entre vous, ou d'entre nous, comme vous voulez, ils ont entendu parler de Spa-Francorchamps, ils ont entendu parler du challenge que c'est physique, moral, mental, technique, etc. 7 km, écoute, le voir entouré de presque 100 000 personnes, plus de 90 000 personnes, ça donne des frissons, parce que voilà, et là, tu as un public qui soutient un pilote et tout, mais c'est fantastique. Quel dommage, une nouvelle fois, je vais la refaire, qu'on n'ait pas un Grand Prix de Formule 1, avec un pilote emblématique, et que tout ça redonne du peps et redonne vraiment de la passion. On en rêve. Les Belges l'ont fait, eux, et les Bataves l'ont fait, eux, avec Max Verstappen, c'est formidable. Espérons là aussi qu'on va en parler, évidemment, qu'Esteban Ocon et d'autres pilotes français. Pierre Gasly, on le répète, est aux portes, lui aussi. C'est pas avec les prestations de Gviat vraiment limitées, même si il a dit lui-même, oui, mais personne ne va voir ce que j'ai fait, mais en terminant 14, vieux, non, on ne peut pas voir ce que tu as fait. Non. Alors, peut-être qu'il a fait le mieux possible avec le matériel dont il disposait, mais bon, ça ne va pas faire rêver les supporters russes. Voilà. Esteban Ocon dans quelques instants. Mais allez, abordons ce sujet Ferrari. Il y en a des sujets pour la rentrée. Premier acte, le départ. Oui. Bon, alors, entre un Verstappen qui peut-être va-t-il trop à l'intérieur, entre un Vettel qui se rabat trop vite, toi, comment tu as jugé ces degrés de responsabilité et cette histoire ? On va évacuer tout de suite Rosberg, départ parfait. Donc il est devant, hop, il se sort du sprint. Derrière, Verstappen se rate. Pour une fois, il prend un mauvais départ, alors qu'il est pour la première fois de sa carrière, et le plus jeune pilote depuis Ricardo Rodriguez à prendre le départ. C'est le plus jeune, il a battu le record de Ricardo Rodriguez de partir en première ligne d'un Grand Prix de Formule 1 à l'âge qu'il a. 18 ans.
Vettel, voilà. Bon, ceci donné, il part pas très bien, et les deux Ferrari partent mieux que lui. Donc se retrouve devant. Et là, il choisit une option, moi, qui me paraît normale, c'est-à-dire qu'il serre à droite, il voit qu'il y a de la place, il se met à l'abri déjà d'une part d'une attaque suicidaire de quelqu'un derrière lui, il protège la trajectoire, il se dit, si les autres se lâchent un peu et se loupent un petit peu au freinage, je vais prendre l'intérieur. Et puis là, réaction en chaîne, pour être clair, et la faute à l'incombe à Vettel, c'est une évidence absolue, et c'est pas bien pour un quadruple champion du monde, je suis désolé. Perd un petit peu les pédales, hein, Seb, en ce moment, et tu sais que je l'aime beaucoup, mais là, il faut dire les choses, et on les dit. Il est à l'extérieur, il se rabat déjà sur Raikkonen, qui est quand même son équipier à côté. La moindre des choses, c'est de ne pas hypothéquer la course des deux Ferrari. Et évidemment, Raikko n'a pas d'autre choix que de serrer Verstappen contre le rail. Alors bon, on va me dire, oui, Verstappen, il était un peu trop vite, il n'aurait pas tourné. On ne sait pas. Déjà, je ne crois pas, moi, sinon il serait monté sur la Ferrari de Raikko, il n'y a pas de problème. Donc la faute incombe à Vettel, évidemment, quand tu mets 3 monoplaces à un endroit où c'est déjà difficile de passer tout seul, donc tu as le résultat. Bon, ok, ça c'est noté. Alors l'acte 2, c'est globalement l'affaire Verstappen-Raikkonen, qui suisse, qui était déjà un peu arrivé en Hongrie, mais là de manière un petit peu plus aiguë, j'ai envie de dire, parce que il y a cette manœuvre qu'on a tous en tête, là vous avez vu les images, au dernier moment Verstappen bloque Raikkonen et Raikkonen freine, et ça se passe juste avant les comptes, dans la Kemmel, ligne droite des Kemmel, là, donc évidemment ça fait un peu frémir. Alors ça devient les meilleurs ennemis du monde, et tant mieux pour je veux dire, l'intérêt des Grands Prix, etc. Maintenant ça devient presque dangereux. Là franchement, moi aussi j'ai un peu tremblé quand j'ai vu au dernier moment Verstappen se rabattre devant, on est à largement plus de 300 km/h à cet endroit-là. Alors on sait bien qu'il y a une règle qui est de changer une fois de trajectoire et pas deux. Il protège sa position évidemment. Ce jeune homme, il a les dents qui rayent le plancher. Il ne faut pas en faire trop. Moi, je pense que là, et tu sais que je ne suis jamais a priori pour les réprimandes et pour la répression, mais là, il faut lui mettre quand même, il faut commencer à lui taper sur les doigts en disant « Attention, jeune homme, c'est très dangereux ce que vous faites là. » Et puis bon, bloquer Raikkonen parce que c'est une Ferrari et parce que c'est Raikkonen, et parce que soi-disant, Raikkonen, justement, est venu le percuter au départ. Non, on n'est pas dans un coup à toi, un coup à moi, la revanche, c'est très dangereux. Et là, c'est une manœuvre plus que limite, de mon point de vue. Bon, alors tu dis les choses franchement, je complète par 2 autres questions. Est-ce qu'il ne veut pas apparaître comme le nouveau Michael Schumacher? Genre, on ne me double pas, je suis le nouveau pilote intraitable de la F1, on ne me doublera pas. La réponse est dans ta question. Qui ne voudrait pas apparaître comme le nouveau Michael Schumacher? Alors j'entends au plan du palmarès, pas de la réputation, je me permets de le dire à nouveau, mais du palmarès, oui, 7 fois champion du monde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un nombre de victoires insensé, 91 victoires et tout ce que tu veux. Bon, il n'y a pas de... Tout le monde a envie de devenir effectivement un champion mythique. Maintenant, il débute sa carrière quand même en Formule 1, il a une victoire en Grand Prix. Bon, là aussi, la réputation, ça va un moment. Qu'il se défende, alors encore une fois, je vais être le dernier à le critiquer sur ce point de vue, même de manière un peu rugueuse ou virile mais correcte, comme je dis souvent. Mais là, c'était un peu limite, et si malheureusement Raikkonen n'avait pas sauté sur les freins pour ne pas le percuter, la monoplace peut s'envoler, et à ces vitesses-là, je te dis pas, ça monte à 10 mètres de haut, et là c'est gravissime. Bon, donc, deuxième question complémentaire, il n'est pas réprimandé. Alors donc donc, il y a quoi? Il y a 2 poids 2 mesures ou il y a... C'est ce que je disais. Oui, c'est ce que je disais il y a un instant, c'est-à-dire que devant son public, on va oser le dire, devant au moins 25 000 personnes qui étaient là pour lui, il y a un environnement auquel manifestement les instances dirigeantes de la Formule 1 sur le circuit ont été sensibles. On s'est dit oula, si on réprimande le pilote local, l'idole locale, on va se faire massacrer. Donc on ne l'a pas fait. Alors est-ce que c'est acté? Moi, je pense jamais, je préfère ne pas penser à la machination et à la combination. Et au départ, je me dis que bon, dans le feu de l'action, ils ont dit bon allez, on nous reproche tellement souvent de sanctionner pour un rien, et là on va laisser rouler. Maintenant, moi j'espère qu'il a quand même été convoqué par la direction de course, par Charlie Whiting, en lui disant écoute mon petit gars, ce coup-là, on n'a pas sanctionné, mais tu nous en refais une comme ça, là tu vas l'avoir le drive-through et peut-être plus. Parce qu'on retire des points au permis ou à la licence à tout point de vue pour une friction de rien du tout. Là, je peux te dire que Raikkonen n'aurait pas eu le bon réflexe, c'était un crash épouvantable. Donc voilà. Bon, alors voilà pour, je ne vais pas dire le scandale Verstappen, parce qu'on a bien compris qu'il représentait une bouffée d'air frais. Il faut le calmer, ce jeune garçon, il faut le calmer. Maintenant, il faut peut-être que ça dégonfle un peu, ce qui est normal. Attends, quand tu as 18 ans et que tu es wheelé et que tu es annoncé comme la future superstar de la discipline, peut-être même que tu l'es déjà. Mais naturellement, et en plus, il en veut. Bon, tout ça, on ne va pas lui reprocher. Maintenant, il faut juste lui rappeler qu'il y a quand même des règles et que c'est quand même un sport très dangereux. Et évidemment, on va en parler avec notamment l'accident. Disons, cela étant, pour conclure pour Hamilton, là je repense juste à ça, heureusement qu'il ne gagne pas quand même, parce qu'en partant dernier, si maintenant il y avait même un
doubler Mercedes, c'était fini, hein, on pouvait... Je vais oser te dire, Oui. heureusement même qu'il ne termine pas deuxième. Ouais, Parce ouais. que moi, ça m'aurait dérangé, non pas contre Hamilton ou Mercedes, une nouvelle fois, mais parce que Ricciardo fait une très belle course. Alors, pareil, un petit peu comme Rosberg, un petit peu en demi-teinte, Oui. parce que comme il n'a pas de problème avec une belle stratégie, ben, on ne le voit pas, donc il fait un beau Grand Prix. Mais si Hamilton, revenu du diable vauvert, aurait dit, d'autres commentateurs sportifs, c'est revenu du diable vauvert, mesdames, messieurs, s'était classé deuxième, bah, ça voulait dire que les autres, c'était vraiment des pions et des chicanes mobiles pour les Mercedes. Donc, oui, c'est bien. Troisième, oui, c'est très allez, bien on va payé. dire tant Et mieux. puis, je te répète encore une fois, les Ferrari auraient été non pas auto-éliminé et Verstappen dans le Ouais, coup, bien sûr, bah, oui. il était aux Ça portes change. du top 5, il était sûrement sixième. Lewis. Ouais. Voilà. Bon, du côté des accessis, tu seras d'accord avec moi. Force India, bah, super, 4 et 5. Génial. Hein, Bah, ils génial. sont solides, Ah bah, là, on hein. l'avait vu dès Oui. les essais, vraiment, et à Monza, ils vont être bien encore. Hein. Le moteur Mercedes, bon, ouais. on le connaît, il est super. Bon, l'aéro, apparemment, sur les circuits rapides. Et puis, bah, les deux pilotes, il ne faut pas les écarter, là aussi. Bon, Hülkenberg fait devant Perez, tant Mais mieux il est pour toujours lui. pas monté sur le podium. Non. Là, j'y non, ai non. cru. Je me suis dit, peut-être qu'il va enfin signer son Moi premier aussi, podium. moi aussi. Hein, parce Et que, puis, il n'a pas pu résister non. au retour de Lewis. Bah oui. Ouais. Bon, Alonso, écoute, ça nous fait plaisir aussi Ouais. de voir que quand même McLaren Honda, ça a l'air d'être un peu mieux là, tout ça. Écoute, le paradoxe, c'est qu'avant la sortie du drapeau rouge et avant le crash, et juste après, même, il était devant. Il était devant, tu te rends compte. Il est parti dernier, il était devant Lewis Hamilton. Alors, il a dû un petit peu mieux négocier dans les problèmes qui sont passés devant lui, évidemment. On le sait bien, puisqu'il n'avait pas la capacité technique pour le faire. D'ailleurs, après, il a été avalé. Mais il fait une très belle course. Il démontre une nouvelle fois que c'est l'un des meilleurs pilotes du plateau, mais ça, on le savait depuis longtemps. Et qu'avec une monoplace, enfin, il y a un petit sourire. Malheureusement, pour Button, ça n'a pas été très loin, parce que Verlaine l'a emplâtré littéralement par derrière. Mais bon, il y a du potentiel qui commence à arriver chez McLaren Honda, et ça fait quand même plaisir. Même si à Monza, ça va être plus difficile, hein, parce que là, il faut une cavalerie impressionnante. Bon, allez, les deux derniers thèmes. Bon, le numéro est un peu long, mais on va pas se gêner. on c'est va le pas numéro d'entrée, gâcher il y a des notre choses à dire. plaisir. Voilà, c'est ça. Non. Bah, je voulais te poser une question sur Renault, mais globalement, c'est sur l'accident de Magnussen. Oui. Il nous a fait peur quand même. Hein. Oula, là, écoute, les premières images, quand on ne voit pas le résultat de la sortie, mais on aperçoit qu'il sort au sommet de l'eau rouge et qu'il va percuter le rail à l'extérieur très violemment, oui, ça, c'est des images qu'évidemment on déteste voir. Après, on comprend que la monoplace n'est pas totalement disloquée et puis que tous les dispositifs de sécurité, alors actifs d'abord sur les monoplaces, on va une nouvelle fois, et je le dis, je les critique assez souvent, rendre hommage à la FIA, au crash test, et je veux dire, le même accident, il y a encore 5 ou 6 ans, à mon avis, il se faisait très mal, et il y a 10 ans, je n'ose pas te dire ce qui se serait produit. Donc, effectivement, la sécurité active des monoplaces, la sécurité de la coque, les éléments amortisseurs, formidable, ce qui entoure la tête du pilote, tout ça, c'est fantastique, puisqu'il sort tout seul. Et puis, quand même, les deux rangées de pneus, là aussi, à défaut d'autre chose, bien solidaires, et ça, c'est très important, parce qu'on se rappelle d'Olivier Panis, notamment au Canada, si tu viens piquer le nez dans les pneus, ça va pas. Donc là, c'est extrêmement efficace, parce que quand tu sors, au départ, il était à plus de 300. Hein. Alors, le tête à queue, le grand tête à queue, il a sauté sur les freins, lui a certainement fait perdre une centaine de kilomètres/heure, la télémétrie le dira, mais il a dû taper à 200 ou pas loin. C'est formidable de voir un pilote sortir. Écoute, c'est bravo au système de sécurité, bravo. Non, là, vraiment, on ne peut que rendre hommage aux règles, une nouvelle fois, fantastiques qui sont appliquées en Formule 1. Bon, alors j'ai quand même envie de mettre un petit point d'honneur à signaler que Julian Palmer était dans les points, parce qu'il a quand même des difficultés depuis le début de l'année. Bon, il était dans les points au moment du drapeau rouge, mais comme effectivement tout le monde s'arrête et qu'on peut changer les pneus, il s'est fatigué à s'arrêter juste avant. Ceux qui ne se sont pas arrêtés dans la voie des stands, ils ont pu. Alors c'est vrai que cette réglementation, à chaque fois qu'il y a un drapeau rouge, on avait vu la même chose, tu te souviens, à Monaco, où Vettel avait pu changer, c'est sûr que c'était un beau cadeau, il était à la limite. Tu mets le doigt sur un nouveau problème de réglementation sur lequel je crois maintenant tout le monde s'insurge, et nous on s'est insurgé à l'époque, et on continue. Ça c'est pas normal non plus, parce que le pilote qui a géré, lui, ses pneumatiques avant l'interruption de course, il doit en récupérer le bénéfice. C'est complètement anormal que ce pilote-là se retrouve à égalité avec le pimpin qui a tapé dans ses pneus complètement, qui les a détruits, et qui a la chance qu'il y ait une interruption où on peut tout faire sur les voitures. Moi je suis désolé, ça devrait être comme avant, régime de parc fermé, on immobilise les monoplaces, personne y touche, d'aucune manière, sauf bien sûr, pour un élément de sécurité. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a un aileron qui est en train de s'envoler. Alors là, exceptionnellement et au cas par cas, la direction de course décide que oui, toi, tu as le droit, oui, toi, tu as le droit. Mais c'est tout. Et là, nous-mêmes, on n'y comprend plus rien, parce que tout le monde repart avec des pneumatiques, changés ou pas changés. C'est ça. Voilà. Bon, ok. Allez, on en vient au dernier thème, c'est Esteban Ocon. Et oui. Écoute, c'est vrai que cette nomination, là, intervenue durant la pause estivale, nous a bien fait plaisir. Et puis on avait hâte de voir ce qu'il allait faire. Notre jeune Français de 19 ans, je le rappelle. Il a 1 an de plus, pratiquement jour pour jour, par rapport à Max Verstappen. Il fait vraiment partie de cette nouvelle génération. Alors, comment as-tu jugé son week-end ?
écoute, parfait. Là, c'est pareil, je crois qu'il ne fallait pas s'attendre, entre guillemets, à des miracles. C'est pas le genre de la maison. Garçon sérieux, attentif, qui apprend, qui avait besoin de comprendre le contexte total d'un week-end de Grand Prix Complexe aussi, sans doute. complexe aussi, au sein d'une nouvelle équipe, Manor, parce qu'on rappelle qu'il avait roulé pour Renault à 4 reprises le vendredi matin. Il est dans le giron de Mercedes, et il a déjà roulé avec la Mercedes, mais pas dans un contexte de Grand Prix. Là, il avait tout. Il avait un circuit difficile, ça tombe très bien, qu'il adore, etc. Il avait un équipier, un calibre formidable qui est une référence. Et oui, peut-être aller se chercher, hein, les deux. Là, ça, c'est c'est évident, clair. là, on a une belle bataille à venir. Là, c'est les deux coqs qui sont dans le poulailler de Mercedes, et c'est évident qu'il y en a un des deux qui va y laisser les plumes. Donc, évidemment, nous, on espère que ce sera Verlaine qui laissera les plumes. Bon, d'ailleurs, il fait peut-être une bêtise, Verlaine, parce qu'il a peut-être un peu la pression. Il sait qu'il a derrière son équipier, qui est un équipier qui va venir le chercher, qui, Grand Prix après Grand Prix, va apprendre. Et là, donc, je reviens à ta question initiale, Esteban a beaucoup appris, il a mené le Grand Prix, il a fait les 44, les 43 tours puisqu'il termine à un tour, mais il a fait le boulot et je pense que dès Monza, la semaine prochaine, eh bien, il sera encore plus proche. Il était à condition égale, c'est-à-dire dans la Q3, à moins de 5 dixièmes pour quelques millièmes, à moins de 5 dixièmes de Verlaine. C'est super. C'est carton plein. Non mais en essai libre en plus, on l'a vu signer d'excellents chronos, un bon positionnement. Après ça retombe un peu dans la hiérarchie, mais d'emblée, il faut... Je sais bien que nous on y contribue, on lui met la pression comme toute la presse, parce que c'est le nouveau pilote français de la nouvelle flèche. Et puis tout le monde, tous ceux qui le connaissent, ne tarissent pas d'éloges sur ce garçon. Encore une fois, on a eu le plaisir de l'avoir dans Motor sur RMC en direct à 3 reprises, et notamment juste au début du mois d'août, je lui avais parlé justement de ça. Et il n'a pas la langue de bois, c'est un type bien, quoi. Il a la tête bien faite, bien pleine. Écoute, croisons les doigts, il faut lui laisser du temps. Voilà, maintenant, mais on va le surveiller et l'étalonner par rapport à Verlaine. Le reste, il ne faut pas en parler. C'est ça. Bon, de toute façon, on va en reparler très vite, puisque les Grands Prix vont s'enchaîner. Et là, nous allons avoir le Grand Prix d'Italie dès dimanche prochain. Dans le temple de la vitesse, après le toboggan des Ardennes et le tourniquet hongrois. Voilà, avec, on sait, un des 2-3 meilleurs podiums de l'année par l'ambiance, par cette magie, la marée humaine qui envahit la piste. Ça va être super. Espérons que les Ferrari retrouvent un peu de couleur et surtout que les deux pilotes ne s'accrochent pas dans la première chicane, parce que bon, là, je pense que là, ça va remonter les bretelles et ça a dû souffler très très fort là quand même, parce que là, faut être honnête, non, on fait pas ça, et je dis ça pour Vettel, bien sûr. Bien sûr. Bon voilà, c'était un numéro assez long, mais je sais que vous n'êtes pas contre et que j'imagine que vous avez apprécié nos commentaires. En tout cas, c'est le but du jeu. J'espère. On avait des choses à dire. Toujours n'a pas la langue dans sa poche, donc c'est le but du jeu aussi. Voilà. Allez, merci, on vous laisse tranquille, mais on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau débriefing F1. Salut. Salut LFB, salut à tous.